Bonjour à tous et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de l'été américain. Eh bien oui, toutes les bonnes choses ont une fin et il se trouve que l'été américain va bientôt tirer sa révérence. Alors pour terminer cette série d'émissions, j'ai décidé d'opter pour un dossier thématique autour d'un même sujet sur deux parties. Depuis quelques années, on entend régulièrement l'expression super-héros fatigue sur Internet. Non pas à cause des chiffres du box-office qui sont souvent exceptionnels, mais par une profusion de films qui devient de plus en plus gargantuesque au fil des années. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Marvel Studios qui a produit une vingtaine de films depuis 2008. Pourtant, ce qui est arrivé dans les années 90 n'est pas si différent de la vague de films sortis depuis 2000. Des franchises, il y en avait déjà. Des films qui n'ont pas donné lieu à des franchises car les chiffres du box-office étaient trop décevants aussi. Et des projets abandonnés, il y en avait à l'appel. Donc dans les deux derniers épisodes de l'été américain, nous allons parler des adaptations de comics sorties entre 1990 et 1999, avec, dans ce premier volet, un panel des films sortis entre 1992 et 1999, et dans le deuxième volet, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux films de super-héros vintage, c'est-à-dire des super-héros qui sont souvent nés dans les années 30, ou alors dont l'action se situe dans les années 30, soit The Shadow, The Rocketeer, Dick Tracy et The Phantom. Il est bon de souligner que le panel de films est particulièrement large, puisque nous allons parler de films qui ont été produits pour des budgets compris entre 9 millions et 125 millions de dollars pour le film le plus cher. J'ai exclu différents films qui n'étaient pas sortis durant la période estivale, soit entre fin avril et début octobre. Donc au revoir aux trois films Les Tortues Ninja, produits entre 1990 et 1993. Au revoir également à Tank Girl de Rachel Talalay, sorti en 1995, ou encore à des films assez obscurs comme le Captain America d'Albert Pyun ou le Fantastic Four de 1994 réalisé par Eoli Sasson et qui n'est jamais sorti au cinéma, ou encore Men in Black dont on a déjà parlé dans l'état américain. Donc si vous êtes prêts, on est parti pour l'année 1992. La Marvel de 1992 n'avait strictement rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Elle était alors en pleine banqueroute, et les rares adaptations de ces comics étaient en fait des films où elle n'était pas impliquée, à l'image de Howard the Duck, produit par George Lucas, ou encore du Punisher avec Dolph Lundgren. C'est alors au cours des années 90 que Avi Arad a fait son apparition et a permis à la maison d'édition de se renflouer les caisses petit à petit, notamment en faisant acheter les droits par des studios et permettant ainsi à Marvel de faire des coproductions. C'est ainsi qu'est né Blade de Stephen Norrington en 1998, puisqu'il s'agit d'une coproduction avec le studio New Line. Puisque le film a été un beau succès commercial en 1998 avec plus de 131 millions de dollars, la Marvel a pu ainsi débloquer des projets comme Spider-Man, qui finira dans les mains de Sam Raimi pour Sony, ou encore X-Men pour la Fox avec Bryan Singer à la réalisation. Blade est un excellent film, il a mal vieilli sur certains aspects, mais c'est normal, certains effets spéciaux n'étaient pas au point à l'époque. D'ailleurs, il est bon de souligner que pour 45 millions de dollars, le film est plutôt honnête sur sa conception graphique. Wesley Snipes casse littéralement la baraque dans toutes ses scènes. La suite, réalisée par Guillermo del Toro, sera particulièrement soignée, voire honnêtement meilleure que le premier opus. Quant au troisième volet, réalisé par le scénariste des deux premiers, David S. Goyer, on préférera l'oublier. Tout comme visiblement la série diffusée en 2006. En 1992, c'est plutôt DC Comics, en association avec Warner Bros, qui rafle la mise au cinéma. Après avoir fait de Superman une véritable icône du cinéma, malgré une fin de carrière particulièrement catastrophique, DC Comics et Warner touchent le jackpot avec Batman de Tim Burton en 1989. Plus de 411 millions de dollars de recettes totales, autant dire que ça calme. Et donc la Warner commande une nouvelle aventure de Michael Keaton dans la peau de Bruce Wayne. Tim Burton reprend le scénariste Sam Hamm, déjà présent sur le premier film, et l'associe à Daniel Waters, scénariste de l'excellent Fatal Games. Sean Young, que vous avez certainement pu voir dans Blade Runner, avait copieusement harcelé Tim Burton pour jouer Catwoman, en vain. Annette Bening a failli l'incarner, mais il se trouve qu'elle est tombée enceinte alors que le tournage allait commencer. Michelle Pfeiffer est donc une solution de secours, et quelle solution de secours, puisque c'est probablement l'un de ses plus grands rôles, et surtout, on retient en grande partie Batman Returns pour sa prestation, pour la prestation de Danny DeVito en pingouin, et également pour Christopher Walken, qui est également excellent, en industriel, qui est certainement le grand méchant du film.
Bien que le film soit une réussite artistique notable et qu'il est encore considéré comme l'une des meilleures adaptations de Batman au cinéma, il se trouve que Batman le défi ne marche pas très bien au cinéma. Pour un budget de 80 millions de dollars, il ne récolte finalement que 266 millions de dollars en tout. À cela, rajouter que McDonald's n'a pas voulu promouvoir le film à travers ses Happy Meal, car le film était considéré comme beaucoup trop sombre, donc une publicité en moins, des chiffres qui ne sont pas terribles, et Tim Burton, qui commençait à développer une sorte de spin-off de Catwoman avec Michelle Pfeiffer, et aussi un Batman 3 avec le Sphinx en méchant, se fait tout simplement dégager. Il se retrouvera toutefois avec un poste honorifique de producteur sur Batman Forever, mais honnêtement, de son propre aveu, il n'a fait que toucher le chèque. Donc c'est finalement Joel Schumacher, alors réalisateur de Génération Perdue, qui se retrouve aux commandes de Batman Forever, puis de Batman et Robin, soit des productions entre 100 et 125 millions de dollars pour les chiffres officiels, puisqu'il semblerait que Batman et Robin a coûté beaucoup plus cher que les chiffres dits, ce qui expliquerait pourquoi la Warner n'était pas très contente des chiffres de Batman et Robin en 1997. Les Batman de Burton étaient jugés beaucoup trop sombres? Eh bien c'est pas grave, Joel Schumacher va réaliser des films plus familiaux, plus commerciaux, qui vendront des jouets et avec même quelques tubes pop, signés Smashing Pumpkin ou Seal. En coulisses, ce n'est pourtant pas la joie, puisque Joel Schumacher voulait réaliser dans un premier temps une adaptation de Batman Year One, ce qui finalement lui sera refusé par la Warner. Val Kilmer, qui était le Batman du troisième volet, était d'une humeur exécrable et avait honnêtement déjà la grosse tête à l'époque. Jim Carrey et Tommy Lee Jones ne s'entendaient absolument pas. Alicia Silverstone, qui avait été révélée par QLS, s'est retrouvée dans la tourmente, puisque entre le début et la fin des prises de Batman et Robin, elle avait visiblement grossi et est devenue la risée des tabloïds à l'époque. Un accident qui a plus ou moins ruiné sa carrière, puisque outre les scores en demi-teinte de Batman et Robin, elle a aussi joué dans un autre gros bid de l'été 1997, à savoir Excess Baggage. Quant au film même, eh bien, ils sont représentatifs de tout ce que vous avez pu entendre parler depuis, à savoir des gros nanars colorés où l'on filme des moules tétons, des moules bites, des moules cul. C'est très familial en apparence, mais il y a beaucoup d'allusions sexuelles dans les deux films, que ce soit en filmant justement les culs des personnages, que ce soit masculin ou féminin, dans le cas de Batgirl, dans les tenues de certains personnages féminins avec beaucoup de lingerie, ou encore des allusions sexuelles notamment dans Forever, où Nicole Kidman est très excitée par Batman les trois quarts du film, ce qui dans un film familial est honnêtement assez douteux. Le projet d'un 5e volet avec notamment l'épouvantail joué soit par Nicolas Cage, soit par Coolio, et avec le retour du Joker a finalement été annulé. Vous pensiez que DC Comics et Warner Bros n'avaient produit que les Batman dans les années 90 ? Eh bien non, puisqu'ils ont également sorti le même été que Batman et Robin, soit l'été 1997, Steel de Kenneth Johnson, un personnage avec une armure avec un S en hommage à Superman, et qui est ici incarné par Shaquille O'Neal. Oui, le basketteur qui s'était fait remarquer dans quelques films dans les années 90, dont Steel, qui est également connu pour être un des plus gros fours de tous les temps, avec à peine 1 million de dollars au box-office américain pour 16 millions de budget. Une véritable catastrophe industrielle qui finira en vidéo dans les trois quarts des pays, dont la France. Outre DC Comics, l'autre grand éditeur qui se fait remarquer dans les années 90, c'est Dark Horse Comics. En effet, 4 de ses œuvres sont finalement adaptées dans les années 90, en général avec eux à la production, c'est-à-dire The Mask, Time Cop, Barb Wire et Mystery Men. Le premier est donc The Mask, qui au départ est un comic book, tout ce qu'il y a de plus violent, avec des personnages qui deviennent des anti-héros à partir du moment où ils mettent un masque, et où finalement ils se retrouvent indestructibles et tuent pas mal de personnes. Quand Chuck Russell se retrouve aux commandes du film, il décide d'en faire un film tout public, avec notamment Jim Carrey. Un film qui lui doit énormément, en plus des effets numériques qui sont honnêtement bluffants encore aujourd'hui, malgré les 23 millions de dollars de budget. The Mask est un film que j'adore revoir encore aujourd'hui, qui est un de mes films préférés de Jim Carrey. Il a beaucoup vieilli sur plusieurs aspects. Le rythme est assez lent quand on y repense en dehors des scènes avec le masque, mais Jim Carrey emporte le tout. Les répliques en VF sont fantastiques. C'est un des films d'ailleurs qui a révélé Jim Carrey au grand public, puisqu'après des années de galère, il s'est retrouvé avec 3 succès successifs, Ace Ventura, The Mask et Dumb and Dumber.
Une suite a longtemps été annoncée, notamment lors d'un concours de Nintendo Power, un magazine qui a dû par la suite faire un démenti puisque le projet n'a finalement jamais vu le jour, et le gagnant du dit concours avait fini par se retrouver avec une grosse somme d'argent et des cadeaux au lieu d'avoir une place dans le film. Finalement, il y aura une séquelle, mais honnêtement, on va éviter d'en parler. Time Cop, quant à lui, est une adaptation d'un comic book particulièrement récent, puisqu'il a été édité 2 ans avant la sortie du film en 1994. Une histoire où un agent temporel se retrouvait à sillonner le temps pour pouvoir arrêter des terroristes temporels qui voulaient modifier la chronologie du temps. Un rôle campé ici par Jean-Claude Van Damme, dans un film réalisé par Peter Hyams, que l'on connaît notamment pour avoir réalisé la suite de 2001 l'Odyssée de l'espace, 2010, et Outland avec Sean Connery dans les années 80. Un film produit par Sam Raimi qui n'a coûté que 27 millions de dollars et qui a rapporté en tout 101 millions de dollars au box-office mondial. Un film qui a mal vieilli sur certains effets spéciaux, mais qui se révèle particulièrement divertissant et où Jean-Claude Van Damme peut se permettre de jouer un personnage beaucoup plus émouvant, sortant de son carcan de grand bourrin. Par ailleurs, une série a été diffusée entre 1997 et 1998. Une suite DTV avec Jason Scott Lee est sortie en 2003. Barb Wire est un personnage qui a été créé par Chris Warner en 1994. L'adaptation a été produite en 1996. Pamela Anderson a récemment raconté au magazine SoFilm que le film avait eu une production particulièrement tumultueuse. Il se trouve qu'au départ, il y avait un autre réalisateur aux commandes, un réalisateur arty, selon ses dires. Il a été finalement remplacé par David Hogan, un clipper, notamment connu pour le clip de You Got the Look de Prince. Le script a beaucoup changé selon elle, si bien que finalement elle n'y voyait plus du tout le projet pour lequel elle s'était engagée. Par ailleurs, elle était enceinte lors du tournage et elle devait porter souvent des corsets. Or, ces corsets étaient tellement serrés qu'elle a fini par tomber plusieurs fois dans les pommes. Elle a fini à l'hôpital et par la suite, durant tout le tournage, des assureurs étaient toujours derrière son dos pour éviter qu'il y ait d'autres problèmes de ce type. Le mari de Pamela Anderson à l'époque, Tommy Lee, était visiblement toujours derrière son dos, si bien qu'à un moment, il s'est même bagarré avec un producteur qui l'a banni du tournage. Au final, Barb Wire est un film qui est sorti le 3 mai 1996 aux États-Unis et n'a rapporté que 3 millions de dollars au regard de son budget de 9 millions de dollars. Une véritable catastrophe industrielle qui n'a pas permis à Pamela Anderson de devenir une star de cinéma. Dans un film post-apo, certes, loin d'être aussi catastrophique que l'on peut le penser, mais honnêtement assez racoleur les 3/4 du temps et pas très intéressant. Enfin, il y a Mystery Men, réalisé par Kinka Usher en 1999. Un film qui se base sur des personnages issus du comic book Flaming Carrot Comics, écrit et dessiné par Bob Burden en 1979. Les personnages campés par Ben Stiller, William H. Macy et Tom Waits sont les seuls qui restent du comic book initial. Le fameux Flaming Carrot n'est d'ailleurs même pas dedans, puisqu'il était considéré comme trop bizarre et a été finalement remplacé par un personnage campé par Greg Kinnear. Une expérience de réalisation qui n'a pas beaucoup plu à Kinka Usher, qui est finalement retourné au pub une fois que le film était terminé. Un film particulièrement cher, puisqu'il a coûté 68 millions de dollars. Honnêtement, on a bien du mal à les voir à l'écran, peut-être dans quelques passages visuels, ou encore quelques arrière-plans, ou alors pour son casting particulièrement prestigieux, il faut bien l'admettre, composé de Ben Stiller, Greg Kinnear, Tom Waits, William H. Macy, Jeanne Garofalo, Kel Mitchell, que l'on pouvait voir à l'époque dans la série pour enfants Kenan et Kel, Geoffrey Rush, alors oscarisé pour Shine, Wes Studi, Paul Rubens, Claire Forlani, vu un an plus tôt dans Rencontre avec Joe Black, ou encore Eddie Izzard, et même des caméos de Doug Jones, dans un personnage tout ce qu'il y a de plus normal, ou encore de Michael Bay. Un budget donc assez colossal au vu du dit projet, et qui a fait un gros four à l'époque, avec 33 millions de dollars de recettes. On le comprend un peu mieux en voyant le film, qui n'est honnêtement pas très drôle, alors qu'il est censé l'être, en vérité. Les personnages sont à la rigueur attachants, mais honnêtement ils ne sont pas très intéressants. Et au final, on regarde surtout le film avec un ennui poli. Dans les années 90, d'autres comic books suscitent l'intérêt des studios. C'est le cas de The Crow pour Miramax, Judge Dredd pour Hollywood Pictures, et de Spawn pour la New Line encore une fois. The Crow est adapté d'un comic book publié en 1989. James O'Barr y voyait ici un exutoire sur la vengeance à la fois mélancolique et violent, lui permettant de faire son deuil. En effet, sa petite amie avait été tuée par accident par un chauffard ivre.
Après son service dans les Marines, il avait voulu la venger, mais il se trouve que le bonhomme était mort d'une mort naturelle. Donc, The Crow était dans un certain sens sa manière de faire son deuil. Le tournage du film d'Alex Proyas fut aussi tragique, puisque le pauvre Brandon Lee était mort à cause d'une balle perforante, alors que c'était censé être une balle à blanc. Grâce à la pugnacité d'Alex Proyas et de Chad Stahelski, le film a pu être finalement sorti, et il a été un beau succès à l'année 1994. Chad Stahelski, pour le coup, est le futur réalisateur des John Wick, et il se trouve qu'il était ami avec Brandon Lee. La compagne de Brandon Lee lui avait alors demandé particulièrement de tourner les scènes additionnelles qu'il manquait au film, afin de conclure le film et de rendre un dernier hommage à Brandon Lee. Les Weinstein ayant les yeux plus gros que le ventre, ils décident donc d'enchaîner avec une séquelle. Au départ, David S. Goyer voulait faire un film dans l'Angleterre du 19e siècle, mais les Weinstein n'en ont pas voulu, au contraire de faire revenir de personnages, ce qui finalement n'est pas arrivé. Le réalisateur de City of Angels est Tim Pop, soit un clipper notamment connu pour ses clips pour The Cure. Alors que le film était censé se détacher de The Crow, les Weinstein ont décidé d'en faire finalement un film quasi similaire, au point que Tim Pop et David S. Goyer ont totalement renié le film par la suite. C'est un véritable désastre. Les trois quarts des péripéties sont identiques au film de Alex Proyas. Visuellement, le film est particulièrement pauvre, perdu dans un jaune quasiment envahissant. Vincent Perez surjoue au possible au point d'être particulièrement ridicule. Et certains effets visuels, notamment ceux que l'on voit à la fin, sont particulièrement catastrophiques. Un désastre qui s'est mesuré notamment par son box-office, absolument misérable, puisque le film n'a rapporté finalement que 24 millions de dollars au box-office international, alors que le premier avait rapporté rien que 50 millions de dollars au box-office américain. Le massacre a continué, puisqu'une série a été créée en 1998 avec Mark Dacascos. Il y a eu 2 autres films, The Crow Salvation en 2000 avec Kirsten Dunst et Eric Mabius, puis Wicked Prayer en 2005 avec Edward Furlong. Enfin, depuis plusieurs années, Hollywood essaye de remettre en marche la machine, sauf que la plupart des acteurs ou des réalisateurs qui sont concernés se barrent en courant au bout d'un moment, sans compter les problèmes de production avec les studios qui ont les droits, ce qui n'est pas plus mal, puisque 20 ans plus tard, The Crow fonctionne toujours autant. Le comic book se suffit à lui-même également et il n'y a pas besoin d'autres réadaptations, surtout au vu des films qui en ont découlé. En comparaison, Judge Dredd est une plus grosse production avec au moins 90 millions de dollars de budget et un casting particulièrement colossal. Parmi les acteurs, on retrouve Sylvester Stallone en rôle de titre, Armand Ashanti en méchant, Rob Schneider en sidekick, Jürgen Prochnoy vu notamment dans Das Boot, Max von Sydow, Diane Lane, Joan Chen, alors vu dans Twin Peaks, ou encore Erwin Bremner que l'on peut voir en cannibale durant le film. Le personnage a été créé par John Wagner et Carlos Esquerra pour le magazine 2000 AD en 1977. Le film est passé par plusieurs scénaristes, William Wisher Jr., pote de James Cameron, avec qui il a signé les 2 premiers Terminator et Abyss, Steven E. D'Souza, scénariste des 2 premiers Die Hard et de Commando, et accessoirement réalisateur de Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, Michael De Luca, le scénariste de L'Antre de la Folie et Grand Ponte de la New Line à une époque. Il y a eu également pas mal de script doctors, à l'image de Waylon Green, le scénariste de La Horde Sauvage. Il y a eu différentes frictions entre Danny Cannon et Stallone au sujet justement de la vision du film. Stallone y voyait plus une comédie d'action quand il s'est fait engager, alors que Cannon y voyait tout simplement un film plus mature et violent. Si bien que le film a dans un premier temps été NC-17, soit interdit aux moins de 17 ans tout court. Ils ont essayé d'en faire un PG-13, mais le film étant beaucoup trop violent encore une fois, il est finalement passé restricted à sa sortie en salle le 30 juin 1995, soit une semaine après Batman Forever. Un véritable four avec 113 millions de dollars de recettes totales, soit à peine plus que son budget. Judge Dredd peut être vu à la rigueur comme un nanar, mais dans l'ensemble c'est surtout un mauvais film. Dès le départ, on voit que c'est un véhicule pour Stallone, mais finalement, on est très éloigné du comic book. Par exemple, on voit le visage de Judge Dredd au bout de même pas 20 minutes, alors que dans les comics, on ne le voit jamais.
Le film multiplie les fautes de goût, à l'image du sidekick incarné par Rob Schneider, ou encore de certaines répliques, comme celle dite par Diane Lane à Joan Chen. Il n'y a pas grand chose à retenir de Judge Dredd, et on lui préféra largement le film réalisé par Pete Travis, à moins que ce soit Alex Garland, comme on le dit depuis quelques années, soit Dredd, sorti en 2012 avec Karl Urban. Certes, le film n'a pas marché, mais au moins il est resté dans les mémoires pour la plupart des gens. Enfin, terminons sur un autre cas particulièrement calamiteux, à savoir Spawn de Mark Dippé, sorti en 1997. Mark Dippé était notamment connu à l'époque pour avoir été le superviseur des effets spéciaux de Jurassic Park ou encore de Terminator 2, bien que New Line a dépensé 20 millions de plus par rapport à la mise initiale, soit 40 millions de dollars au total, le film est absolument dégueulasse, ses effets spéciaux étaient déjà moches à l'époque, et au final, ce que l'on retient surtout, c'est la cape de Spawn, qui à la rigueur était un peu mieux faite que les différents monstres que l'on peut voir au cours du film. À cela rajouter la réalisation qui ressemble étrangement à celle que l'on peut voir dans certains téléfilms, ce qui, au regard du dit film, n'est pas un compliment. Les acteurs sont particulièrement mauvais, à l'image de John Leguizamo qui cabotine à mort dans le rôle du clown, ce qui est dommage puisque le comic book initial de Todd McFarlane, publié par Image Comics, sa propre maison d'édition, en 1992, était plutôt intéressant. Et surtout, ne méritait certainement pas une adaptation, même par ses soins en PG-13, surtout quand on voit la violence du dit comic book. Après des années de développement Hell, il se trouve que Todd McFarlane a relancé la machine avec un projet d'adaptation qu'il semble vouloir réaliser lui-même, en compagnie du producteur Jason Blum. Le plus étrange est bien évidemment le choix de Jason Blum à la production, puisque ce producteur est surtout connu pour produire des films entre 1 et 10 millions de dollars. Soit pas trop le genre de Spawn, qui est donc un film de super-héros, avec une nécessité de mettre pas mal d'effets spéciaux dedans, et donc pas sûr que ce soit une très bonne idée, dit comme ça. En tout cas, Jamie Foxx a été engagé pour jouer Spawn, et il sera épaulé par Jeremy Renner. Donc voilà pour cet avant-dernier épisode de l'État américain, j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à réagir sur Twitter, sur Facebook ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et sur ce, je vous dis à la prochaine.